Un vieil homme en haillons est entré dans une banque d'une petite ville, portant un vieux sac poussiéreux. Lorsqu'il a affirmé être le véritable propriétaire de l'établissement, tout le monde s'est moqué de lui et a tenté de le mettre à la porte. Mais quand il a ouvert son sac et dévoilé ce qu'il contenait, les rires ont fait place à un silence glacial. C'était une après-midi paisible dans la ville de Pineford. Le soleil inondait les grandes fenêtres de la banque centrale, faisant scintiller le sol en marbre et projetant des reflets dorés sur les comptoirs en bois verni. C'est alors que les portes battantes s'ouvrirent, laissant entrer un vieil homme. Son manteau était élimé, avec des pièces visibles au coude. Sa barbe blanche et en bataille encadrait un visage marqué par le temps. Dans ses mains cailleuses, il tenait un sac de toile vieux et manifestement lourd. « Bonjour à tous », dit-il d'une voix étonnamment ferme, malgré son âge. « Je viens reprendre ce qui me revient de droit. Cette banque m'appartient. » D'abord, un silence total s'installa, puis un ricanement s'échappa de l'un des guichets. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda une employée, tentant de cacher son sourire. « Je peux vous aider pour une opération ?»« Je ne suis pas là pour déposer ou retirer quoi que ce soit, » répondit-il en s'avançant vers le centre du hall. « Je suis ici pour récupérer ma propriété. » Les rires se propagèrent comme une traînée de poudre. « Hé papy, le fad est dans la rue d'à côté !» lança un client, déclenchant de nouveaux éclats de rire. « Il a dû oublier ses pilules aujourd'hui », ajouta un autre à voix haute. Un agent de sécurité d'une cinquantaine d'années s'approcha à pas lents et posa une main douce sur l'épaule du vieil homme. « Monsieur, on va discuter un peu dehors, d'accord ? Le soleil tape fort, vous êtes peut-être un peu confus. »« Je ne suis pas confus, jeune homme, je n'ai jamais été aussi lucide. » Puis, dans un geste sec, il laissa tomber son sac lourd au sol. Le vieil homme se mit à genoux avec difficulté et ouvrit le sac. Il en sortit d'abord une liasse de billets anciens, jaunis par le temps, puis un registre recouvert de poussière, relié de cuir craquelé. « Je m'appelle Luther Gray », dit-il en ouvrant le livre à une page précise, comme s'il savait exactement où chercher. Et voici les documents de fondation de cette banque, signés de ma main en 1952. Le directeur de l'établissement, un homme en costume impeccable nommé Robert Wells, s'avança d'un pas, la curiosité prenant enfin le dessus sur le scepticisme. Il saisit le livre avec précaution et se mit à le feuilleter. Son expression changea immédiatement. « Monsieur Gray !» murmura-t-il, comme s'il parlait à un fantôme. Luther acquiesça. « Celui qu'on croyait mort depuis 40 ans. Comme vous pouvez le voir, les rumeurs sur mon décès étaient largement exagérées. » Des murmures commencèrent à se faire entendre. Les jeunes employés échangeaient des regards perdus, tandis que les plus anciens semblaient mêler voir surgir un spectre du passé. Une vieille dame, cliente fidèle depuis des décennies, se leva de sa chaise et s'approcha. « Mon Dieu, c'est bien vous. Je me souviens de votre photo dans le hall d'entrée, avant qu'elle ne soit retirée. » Le vigile, toujours méfiant, regarda le directeur pour savoir quoi faire. Wells secoua simplement la tête. Il fallait le laisser là. Le nom de Luther Gray eut l'effet d'un choc électrique chez les employés les plus anciens de la banque. « C'est une plaisanterie ?» demanda le directeur Wells, tentant de garder contenance, bien que ses mains tremblantes en tenant le registre. « Luther Gray a disparu en mer pendant une tempête en 1983. » « C'est ce qu'on a raconté à tout le monde, » répondit calmement Luther. « Une histoire bien commode. Vous ne trouvez pas ?»« Dennis !» fit Wells en appelant l'un des agents de sécurité. « Appelle la police. »« Vous êtes sûr, monsieur ?» demanda Dennis, visiblement troublé en regardant Luther. « Et s'il disait vrai ?» Le directeur hésita. Le doute se lisait désormais sur son visage. «
On pourrait au moins l'écouter, suggéra une jeune employée prénommée Elisa. Luther observait la scène avec la sérénité que seul le temps peut offrir. Son regard parcourait l'intérieur de la banque, notant chaque détail, chaque modification. Cette colonne, là, elle portait autrefois mes initiales gravées à sa base. LG, allez vérifier, elles sont toujours là, sous la peinture. Wells fit un signe à Dennis, qui s'agenouilla près de la base de la colonne. À l'aide d'une clé, il gratta délicatement la peinture beige. Quelques instants plus tard, il leva les yeux, stupéfait. « C'est là, dit-il d'une voix rauque. LG est gravé dans la pierre. »« Ça ne prouve rien, » lança Wells, mais son ton n'avait plus la même assurance. Luther esquissa un sourire fatigué, celui de quelqu'un qui a attendu ce moment toute une vie. À la page 32 de ce livre que vous tenez, il y a un contrat d'achat du terrain sur lequel cette banque a été construite. En bas à droite, 3 signatures. La mienne, celle d'Edward Merrin et celle d'un témoin, le maire de l'époque. Wells tourna fébrilement les pages jaunies jusqu'à trouver le document mentionné. Sa respiration devint saccadée. « Comment pouvez-vous savoir cela ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Luther. « Parce que j'y étais, » répondit le vieillard, d'une voix plus douce, chargée de souvenirs. « Parce que c'est moi qui ai signé ce papier, parce que cette institution était mon rêve, avant qu'on ne me le vole. » Une employée plus âgée, Madame Parker, qui travaillait à la banque depuis plus de 30 ans, s'avança à petits pas hésitants. « Je suis entrée ici comme réceptionniste en 1979, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Monsieur Gray, Monsieur Luther, portait toujours une épingle de cravate, avec un petit pain gravé dessus, symbole de Pineford. » Sans un mot, Luther ouvrit une poche intérieure de son manteau usé et en sortit une épingle dorée, ternie par le temps, mais montrant clairement un petit pain en relief. Madame Parker porta les mains à sa bouche, les yeux embués. « C'est bien lui, » murmura-t-elle. « C'est Monsieur Gray. » L'effet fut immédiat. Comme si une décharge avait traversé le hall, les visages changèrent en mots d'expression. Le scepticisme fit place à l'incrédulité, puis à la stupeur. L'homme que tout le monde croyait mort, le fondateur effacé de l'histoire, se tenait là, devant eux, bien vivant, résolu. « Mais comment ?» commença Wells, sans réussir à formuler sa question. « Comment j'ai survécu? Comment je suis revenu? Pourquoi maintenant ?» compléta Luther. « Ce sont des questions légitimes, et j'ai des réponses à chacune. » Il se déplaça lentement vers une chaise proche et s'y assit. Le poids, des années, semblait plus évident à présent, comme si le simple fait de rester debout avait épuisé toutes ses forces. « L'histoire que vous connaissez sur la banque centrale de Pineford est un mensonge, » déclara-t-il en regardant chaque personne présente, droit dans les yeux. « Un joli mensonge, construite sur un acte de trahison qui a détruit ma vie. » Et ainsi, alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner à l'horizon, projetant des ombres longues à travers les vitres de la banque, la véritable histoire commença enfin à émerger, rompant avec des décennies de silence. « J'ai fondé cette banque avec Edward Merrin en 1952, » commença Luther, sa voix désormais assurée. « Nous étions amis, du moins, c'est ce que je croyais. Nous avions une vision différente pour cette banque. Alors que la plupart des établissements ne s'intéressaient qu'aux gros investisseurs, nous voulions créer une institution au service de la communauté de Pineford, aider les familles à bâtir leurs maisons, les agriculteurs à agrandir leurs exploitations, les petits commerçants à se développer. Ce bâtiment a été conçu avec cette idée en tête. Chaque colonne, chaque détail a été pensé pour inspirer la confiance
mais aussi un sentiment d'accueil. Le directeur Wells, jusque-là debout, tira une chaise et s'assit. Le registre restait posé sur ses genoux, comme une pièce à conviction entre ses mains. En 1983, Edward a commencé à changer, dit Luther, sa voix teintée d'amertume. De grandes banques se sont montrées intéressées. Elles proposaient des millions. Edward voulait vendre. Moi non. Il ferma les yeux un instant, comme pour revivre la scène. Luther, c'est du business, pas du sentimentalisme, m'a-t-il dit lors de notre dernière rencontre. Si tu ne vois pas la valeur de cette offre, c'est peut-être que tu es devenu trop vieux pour ce métier. Un frisson parcourut la salle. La brutalité de ces mots, même après toutes ces années, restait bouleversante. J'ai refusé de vendre ma part, continua-t-il. Et une semaine plus tard, alors que j'étais en déplacement sur un bateau, une tempête a éclaté. Le navire a coulé. Mais j'ai survécu. 3 jours après, je suis revenu et j'ai découvert les journaux annonçant ma mort. Luther rouvrit son sac et en sortit des coupures de presse jaunies. Les gros titres étaient clairs. Le cofondateur de la Banque centrale meurt dans un naufrage. Je suis allé directement à la banque, bien sûr. Je suis entré par cette même porte, dit-il en la désignant. Et vous savez ce qu'Edward m'a dit ? Luther, quel dommage. Nous avons déjà célébré tes funérailles. Ta part a été transférée à tes héritiers, selon ton testament. Et ils m'ont vendu leurs droits. Un testament, évidemment, falsifié. C'est à ce moment-là que Clay Merrin, l'actuel directeur général, entra dans la salle. Visiblement appelé en urgence, son visage était livide. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, d'une voix autoritaire. Luther se tourna lentement vers lui. « Tu dois être le petit-fils d'Edward. » Clay regarda le vieil homme avec une expression mêlée de confusion et d'inquiétude. « Qui êtes-vous » ? « Je suis l'homme que ton grand-père a trahi, Luther Gray, cofondateur de cette banque. » Un silence coupant s'abattit sur la pièce. Clay regardait autour de lui, croisant les visages crispés des employés et des clients, tous figés dans l'attente. C'est ridicule. Luther Gray est mort il y a des décennies. Luther eut un sourire triste. C'est ce que ton grand-père a voulu que tout le monde croie. Il se pencha à nouveau vers son sac et en sortit une enveloppe cachetée. « J'ai cherché la justice, » reprit-il. « Je suis allé devant les tribunaux, dans des cabinets d'avocats. Partout, on me regardait comme un fou. « Vous êtes mort, monsieur, » me disait-il. « Mort légalement. » Certains pensaient que j'étais un imposteur, un escroc tentant de se faire passer pour un défunt. Il tendit l'enveloppe à Clay. Ce dossier contient des documents prouvant que je n'ai jamais vendu ma part de la banque. Des testaments falsifiés, des contrats truqués. J'ai des déclarations sous serment, des analyses graphologiques, tout ce qu'un tribunal a besoin pour reconnaître la fraude. Les mains tremblantes, Clay ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Son visage pâlit au fil des lignes. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il dans un souffle. « Pourquoi après tout ce temps ?» Luther balaya la salle du regard avant de répondre. « Parce qu'on m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Il me reste peu de mois à vivre. Et avant de partir, je voulais que la vérité soit révélée. Pas par vengeance, par justice, parce que les mensonges, eux, deviennent de plus en plus lourds avec les années. » Le poids de ces paroles tomba sur chacun comme une pierre tombale. Clay s'effondra sur une chaise, les documents toujours en main. Son monde s'écroulait autour de lui. « Mon grand-père » commença-t-il, mais il ne put aller plus loin. « Ton grand-père a fait ce qu'il pensait être bon pour les affaires » dit Luther avec une étonnante bienveillance. « Mais il a oublié ce qui est juste pour les gens. » Et c'est ainsi que, dans ce moment suspendu,
le passé et le présent entrèrent en collision sous le toit de la banque centrale de Pineford. Clay leva enfin les yeux des documents. Son visage n'exprimait plus seulement la stupeur, mais quelque chose de plus profond, de la honte. « Ces documents, commença-t-il d'une voix tremblante, ils semblent authentiques. » Luther acquiesça, sans triomphalisme, simplement avec sérénité. « Je ne suis pas venu ici pour détruire ce qui a été bâti, » dit-il. « Je suis venu restaurer la vérité, mourir en paix. » Elisa, la jeune employée qui avait été la première à vouloir l'écouter, fit un pas en avant. Sans un mot, elle prit l'un des vieux billets apportés par le vieil homme et le posa avec respect sur le comptoir principal, en plein centre. Un geste simple, presque discret, mais chargé de sens. Quelques secondes plus tard, Madame Parker, l'employée la plus ancienne, fit de même. Elle prit un autre billet et le plaça à côté du premier. « Vous avez toujours été aimable avec moi, » dit-elle doucement. « À mes débuts, ici, vous m'avez toujours traité avec respect, quand M. Mérin, lui, ne remarquait même pas ma présence. » Un à un, d'autres employés s'approchèrent. Certains prenaient les billets, d'autres touchaient simplement le registre, comme pour entrer en contact avec la vérité que l'on avait tenté d'effacer. Mon père parlait souvent d'un homme bon qui avait aidé notre famille à sauver la ferme pendant la sécheresse de 78, dit un client d'âge moyen en s'avançant. Il disait que c'était le fondateur de la banque qui avait convaincu le comité de prolonger notre échéance. C'était vous. Luther regarda l'homme, une étincelle de reconnaissance dans ses yeux fatigués. Thomas Kent, le fils de Michael Kent? L'homme hocha la tête, ému. Vous vous souvenez de ma famille? Je me souviens de toutes les familles que nous avons aidées, répondit simplement Luther. Dennis, le vigile qui, quelques instants plus tôt, était prêt à mettre le vieil homme dehors, s'approcha lentement. Peut-être qu'il n'a jamais cessé d'être le véritable propriétaire, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Peut-être que cette banque lui a toujours appartenu. Les vieux billets formaient maintenant une petite pile sur le comptoir, un hommage silencieux, un aveu collectif que l'histoire qu'on leur avait racontée n'était qu'une version arrangée, pas la vérité. Clay observait, immobile. En quelques minutes, son monde venait de basculer. La légende de son grand-père, qu'il avait toujours vénérée, s'effondrait sous le poids d'une autre vérité, bien plus humaine. Finalement, il se leva et s'approcha lentement de Luther. Ses yeux étaient humides, mais son maintien restait digne. « Monsieur Gray, au nom de la famille Mérin, je vous présente mes excuses pour l'injustice que vous avez subie. » Luther le regarda, ne voyant plus le petit-fils du traître, mais simplement un homme, portant un fardeau qui n'était pas entièrement le sien. « Ce n'est pas ta faute, mon garçon, » répondit-il. « Tu n'étais pas là. » « Néanmoins, » insista Clay, « je veux faire ce qu'il faut. » Il tendit la main, un geste de paix. Luther hésita un instant. Des décennies de douleur ne s'effacent pas d'un coup, mais lentement, il serra cette main tendue. C'était comme si un nœud invisible se défaisait dans l'air. « Parlons en privé, » proposa Clay. Luther acquiesça. Alors que les deux hommes se dirigeaient vers le bureau principal, les clients et employés commencèrent à se disperser, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre. Elisa prit le registre avec soin et les suivit, consciente que ce document devait être conservé, non pas comme une simple relique du passé, mais comme le témoignage vivant d'une vérité enfin reconnue. 2 semaines plus tard, une nouvelle plaque fut installée à l'entrée de la banque. 2 noms côte à côte, Luther Gray et Edward Mérin, cofondateurs. En dessous, une simple inscription. La vérité, même tardive, finit toujours par refaire surface.
Luther ne vécut pas jusqu'à l'été suivant, comme il l'avait prédit, mais il mourut l'esprit en paix, son nom réhabilité, son histoire enfin racontée. Lors des funérailles, Clémérine se tint aux côtés du cercueil et prononça un discours bref, mais chargé de sens. Luther Gray m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur, dit-il en regardant les habitants de Pineford, et que la valeur d'une institution ne se mesure pas à ce qu'il y a dans ses coffres, mais à l'intégrité de ses fondations. La banque continua de fonctionner, mais quelque chose avait changé de manière irréversible. Ce n'était pas seulement le nom sur la façade ou l'histoire désormais connue de tous. C'était comme si le bâtiment lui-même respirait autrement, comme si ses murs gardaient désormais autre chose que de l'argent, la mémoire d'un homme qui, même après avoir tout perdu, n'avait jamais abandonné sa dignité. L'histoire de Luther nous rappelle que, même enfouie sous des décennies de mensonges, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et vous, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un moment où la vérité a mis du temps à apparaître, mais a finalement éclaté au grand jour? Ou peut-être avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence, pour ensuite être profondément surpris? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle histoire.